Bonjour à tous. Donc, normalement, le webinaire va démarrer. On est voilà, une cinquantaine de personnes connectées. Donc, merci à tous de vous être mobilisés pour ce temps de restitution de l'étude socio-économique de la filière viticole Occitanie-Méditerranée, donc, qui a été conduite par la Chambre régionale d'agriculture en partenariat avec le soutien financier de Pays Doc et de l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc, on va démarrer tout de suite avec du coup quelques éléments, un peu de fonctionnement. Je vais vous présenter les intervenants, comme ça chacun n'aura pas besoin de se représenter à tour de rôle. On va faire une présentation à plusieurs voix. Donc moi-même, Marianne de Groot de la Chambre régionale Occitanie. Sabine Calmette prendra ensuite la parole de la Chambre de l'Aude et également membre du pôle économie et prospective de la Chambre régionale. Puis Marianne Freiss à côté de moi. Crao Interroc, Christophe Lafont de la Chambre régionale d'agriculture Occitanie et Claire Vingut qui modérera également nos débats. Il va y avoir deux interventions des financeurs. Linda Filon, qui est responsable RSE et promotion Produits France à Interroc et qui du coup interviendra au nom d'Interroc, et Elisabeth Vidal, chef de service connaissances, planification et affaires régionales de la délégation de Montpellier de l'Agence de l'eau. Donc voilà, elles interviendront toutes les deux en fin d'introduction. On vous présentera un peu le programme pour ce webinaire, mais en tout cas, on vous dit dès à présent que vous aurez vos micros coupés pour la plupart d'entre vous. Donc voilà, on prend les questions par écrit dans le chat et puis on aura différents temps d'échange pour pouvoir relayer vos questions et y répondre aux besoins. Alors, on poursuit avec du coup quelques éléments d'introduction sur cette étude. Donc, l'étude a démarré en 2024, début 2024, dans un contexte de plusieurs années climatiquement difficiles qui affectent la filière, également une crise économique qui se fait ressentir. Et donc, l'objectif de ce travail a été de caractériser l'enjeu socio-économique de la filière viticole à différentes échelles, d'expliciter les différentes modalités d'accès à l'eau et les enjeux de l'accès à l'eau pour la viticulture, et sur des territoires ciblés, de caractériser les exploitations viticoles, leur diversité et leur évolution. Les finalités de ce travail, c'était d'avoir des éléments comme base de plan d'action pour la filière viticole Languedoc-Roussillon, d'avoir des éléments de réflexion pour les contributeurs et les réalisateurs des politiques publiques, d'avoir des éléments de contribution pour la connaissance des territoires et notamment les démarches gestion de l'eau de type projet de territoire pour la gestion de l'eau PTGE, on en reparlera, et puis des éléments de résultats technico-économiques pour la R&D de manière plus large. Quelques éléments de méthodologie, donc c'est un travail qu'on a conduit à différentes échelles d'analyse, l'échelle de la filière et ou du bassin, celle de différents territoires d'études et celle des exploitations agricoles. On a croisé et utilisé de nombreuses données, on essaiera de vous les sourcer au fur et à mesure. On a eu plusieurs partenariats techniques importants et diversifiés au-delà du partenariat avec les financeurs du travail. Et on peut citer notamment les chambres départementales des 4 départements viticoles concernés côté Languedoc-Roussillon, donc l'Aude, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, le CERFRANS notamment associé sur la partie macroéconomique, la DRAF Occitanie, BRL et la région Occitanie sur le travail autour de l'analyse cartographique sur l'accès à l'eau, et AgroParisTech dans les travaux à l'échelle des territoires. On a cherché à avoir une assise scientifique solide et rigoureuse, avec notamment l'utilisation de la méthode de diagnostic agraire dans les territoires d'études, méthode développée par l'UFR d'agriculture comparée à AgroParisTech. Et on a cherché à avoir un ancrage terrain important, puisqu'il y a eu de nombreux entretiens qui ont été réalisés avec des viticulteurs et acteurs de la filière. Vous voyez environ 150, et de nombreuses participations aux restitutions locales qui ont eu lieu sur les territoires. Alors, quelques éléments pour vous présenter les livrables de ce travail, donc pour que vous ayez connaissance de l'ensemble, même si on va aujourd'hui vous présenter quelques résultats de manière transversale à ces différentes ressources produites. Donc, un premier volet de l'étude a été sur l'aspect macroéconomique, et donc qui a abouti à la production
d'un dossier d'agriscopie sur la viticulture du bassin Languedoc-Roussillon, donc avec un travail d'analyse de statistiques agricoles et de résultats comptables Serre France pour décrire la filière, les exploitations, les surfaces en vigne, présenter des résultats comptables donc par grande typologie d'exploitation et puis avoir un travail d'analyse sur la filière et voilà, ses atouts, faiblesses, opportunités, menaces. Donc, c'est un document qui est d'ores et déjà disponible. Sur un deuxième volet où on a travaillé avec, d'un point de vue cartographique, des éléments d'accès à l'eau, il y a un atlas qui sera produit très prochainement et qui sera mis à disposition. Il rassemble une vingtaine de cartes et d'analyses avec des éléments sur la description du vignoble irrigué et son évolution, sur les prélèvements, les ressources mobilisées, les modes d'organisation pour l'irrigation de la vigne, voilà, des éléments sur les enjeux sur la ressource en eau, qualitatif, quantitatif, sur les projets hydrauliques. Il y a également eu un travail de première approche prospective de l'exposition au vignoble au changement climatique, stress thermique, stress hydrique, et puis un état des lieux des territoires viticoles qui n'ont pas accès à la ressource en eau. Voilà, donc avec des données issues de voilà, aussi bien des données publiques issues de la statistique agricole, recensement agricole, RPG, etc., mais aussi des données eau, des données du réseau Chambre et des données d'acteurs sur l'eau. Sur le troisième volet, territoire, on a eu 5 territoires d'études qu'on va brièvement vous présenter, sur lesquels il y a eu donc plusieurs productions, des plaquettes 6 pages qui présentent les principaux enseignements de ces territoires, un webinaire qui sera mis à disposition et un rapport disponible à la demande, voilà, qui donne des éléments de l'évolution de l'agriculture de ces territoires et des enjeux des systèmes viticoles aujourd'hui présents sur ce territoire. Un travail d'analyse transversale a été réalisé avec la production d'un ensemble de 12 fiches thématiques qui seront également prochainement disponibles. Et puis, bien sûr, la vidéo de présentation de l'étude que vous avez peut-être vue dans certaines communications sur les réseaux sociaux au sujet du webinaire d'aujourd'hui, et puis le webinaire qui sera bien sûr, dont le replay sera disponible. L'ensemble de ces livrables seront mis à disposition sur le site internet de la Chambre régionale d'agriculture Occitanie prochainement. Donc, pour vous donner quelques mots, enfin, pour vous présenter en quelques mots les 5 territoires choisis, on a choisi de travailler sur des territoires qui combinent des caractéristiques pédoclimatiques différentes. Vous voyez ici une carte réalisée par INRAE qui croise donc différents éléments climatiques et pédologiques qui nous ont permis donc d'aller piocher dans les différents zonages réalisés des zones d'études qui permettent de couvrir la diversité de ce panel. Et puis des caractéristiques socio-économiques en termes d'organisation de filières, voilà, et aussi de type de produits. Donc le Piémont-Cévenol a un territoire assez représentatif d'une zone de production de vrac IGP avec des petites caves coopératives. La moyenne vallée de l'Hérault, où on est sur un territoire entre Gignac et Pézenas avec une dualité de production entre de l'AOP coteau et de l'IGP plutôt irrigué en plaine, des caves coopératives de taille assez conséquente qu'on va aussi retrouver dans le territoire sud-ouest biterrois plus littoral. Et où on va avoir d'autres enjeux aussi liés voilà, à la salinité, au tourisme et au littoral. Un quatrième territoire moyenne vallée de l'Aude, où on est sur un territoire avec un accès à l'eau très différencié entre la vallée de l'Aude et puis le bas Minervois et les Corbières, et des AOC anciennes sur ce territoire-là. Et enfin, le 5e territoire sur la vallée de la Glie, où on est un territoire très exposé à la sécheresse et où il y a historiquement une spécificité de production à haute valeur ajoutée. Donc voilà, on va revenir sur des éléments de résultats de ces territoires dont les présentations seront mises à disposition prochainement sur le site de la Chambre. Donc, je vais maintenant donner la parole aux financeurs pour que voilà, chacun puisse dire un mot de l'intérêt à avoir financé ce travail. Donc, je passe la parole à Linda Filon d'Interroc et puis à Elisabeth Vidal dans la foulée. Normalement, vous devez pouvoir ouvrir votre micro. On vous a donné les droits. Merci. Bonjour à tous. Juste quelques mots d'abord pour vous remercier pour l'immense travail que vous avez accompli durant toute la durée de cette étude. On a eu évidemment un vif intérêt à nous associer à ces études, puisque c'est plusieurs études en une.
pour avoir une vision précise des enjeux couverts sur l'ensemble du territoire et des enjeux plus spécifiques au travers des territoires que vous avez pu étudier en particulier, ce qui va nous permettre pour l'avenir d'établir un plan d'action pour appréhender les enjeux actuels et à venir, notamment liés au changement climatique, aux difficultés économiques. Voilà, donc simplement pour vous remercier pour tout ce travail et pour indiquer la valeur stratégique de celui-ci. Merci. Merci Linda. Et côté agence de l'eau, Elisabeth, on vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Merci. Merci pour ce temps de parole qui me permet de rappeler rapidement en fait les aides de l'agence à l'agriculture. C'était 96 millions d'euros qui ont été engagés sur les 6 ans du 11e programme de l'agence. Et donc encore aujourd'hui sur le 12e programme, l'agence finance des études, de l'expérimentation, de l'animation auprès des agriculteurs, de l'investissement, de la construction de filières à bas niveau d'intrants, les paiements aux services environnementaux, la conversion à l'agriculture biologique, les MAEC. Donc, toutes ces actions qui ont pour but d'accompagner l'agriculture à la transition agroécologique et au changement de pratiques pour réduire en fait ces impacts en termes de pollution sur les ressources, mais aussi ces impacts sur les prélèvements également sur la ressource en favorisant les actions d'économie d'eau, les actions qui permettent de favoriser et d'augmenter la réserve utile des sols. Et puis, on finance également les actions qui permettent d'organiser le partage de la ressource. Et c'est à ce titre, en fait, que nous avons financé cette étude. Elle était très intéressante, enfin, elle était très intéressante car elle permet de produire des éléments d'objectivation sur les usages actuels et la demande future en eau pour la filière viticole. Ce sont des informations qui sont nécessaires pour aborder les questions de partage de l'eau avec une visée prospective. Et elle inclut des analyses socio-économiques, ça c'est aussi très important pour qu'on puisse tous s'assurer de la faisabilité et de l'acceptabilité des solutions d'adaptation qui seront ensuite proposées. Et donc, merci pour ce travail. Et puis, on espère que cette étude aidera les décideurs de la filière et que les informations que vous avez produites seront utiles pour les discussions qui sont déjà engagées dans les territoires pour le partage de l'eau. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous pour ces témoignages. Et du coup, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, un webinaire qui va avoir lieu en 3 temps de présentation. Donc, un premier temps sur la filière viticole majeure pour l'économie régionale soumise à une crise multiple, donc avec des chiffres clés et puis des éléments d'analyse. On prendra un temps d'échange et donc certaines de vos questions. Un deuxième temps autour de l'accès à l'eau et de l'adaptation du vignoble, puis suivra de la même manière un temps d'échange et enfin un dernier temps de présentation sur la rémunération des viticulteurs qui est au cœur des enjeux de la filière. Et donc là, s'en suivra un dernier temps d'échange avant de conclure. Voilà, donc je le redis, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. On veillera à les transmettre. Et du coup, on démarre le premier temps de présentation. Voilà, sur donc cette première partie, sur la filière viticole majeure pour l'économie régionale et le contexte de crise que connaît la filière. Et donc, je passe la parole à Sabine Calmette pour ses premiers éléments. Bonjour. Donc, alors, tout d'abord, quelques chiffres clés sur cette filière viticole. Donc le vignoble du bassin Languedoc-Roussillon, c'est quand même le premier au monde pour la production de vins d'origine et de qualité, avec 47 AOP, 23 IGP, qui représentent ensemble quasiment 90% des surfaces en vignes. Et sur les départements littoraux, donc de Languedoc-Roussillon, la vigne va définir autant les paysages que l'économie. Si on voulait l'illustrer par quelques chiffres, on pourrait citer d'abord les 220 000 hectares
qui font du bassin de Languedoc-Roussillon le premier vignoble national, avec un quart aussi des surfaces en bio. Sur ce territoire, on a plus de 12 000 exploitations qui cultivent de la vigne, et les 3/4 d'entre elles apportent leurs raisins en cave coopérative. Et ce poids du secteur coopératif, c'est l'une des singularités de notre territoire. La filière viticole, elle est aussi pourvoyeuse d'emplois, avec plus de 30 000 emplois sur ce bassin. Et c'est une filière qui va être très tournée vers l'export, avec, pour le Languedoc-Roussillon, une part importante de vins vendus en vrac, sous SICO, et surtout sur le marché intracommunautaire. Donc voilà pour quelques chiffres globaux sur la filière. Et si on regarde un peu plus précisément les exploitations viticoles de ce secteur-là, on va voir qu'elles sont caractérisées par le fait d'être vraiment de petites dimensions et elles sont très spécialisées. Alors d'abord sur leur dimension, c'est quelque chose aussi qui est caractéristique de ce bassin. On peut voir qu'on a 57% de l'effectif de ces exploitations qui va être représenté par des micro ou petites exploitations dont le produit brut est inférieur à 100 000 euros. Le cœur, par contre, de la production, il se situe plus sur les petites à moyennes exploitations. Donc là, ça représente quand même plus de 70% de l'effectif. Et ce que l'on voit, c'est que entre les deux recensements agricoles, ces petites et moyennes exploitations, elles ont quand même perdu 20% de leurs effectifs. En revanche, ce que l'on constate, c'est qu'on a une très forte augmentation des micro-exploitations. Donc, ce sont les exploitations qui ont un produit brut inférieur à 25 000 euros. Donc, on va souvent y retrouver des cotisants de solidarité ou des toutes petites exploitations. Ça, c'est l'une des singularités de notre région. La seconde, c'est le fait qu'on a beaucoup d'exploitations spécialisées. On a, donc on parlait de plus de 12 000 exploitations qui ont de la vigne et 82% d'entre elles sont spécialisées, c'est-à-dire que les 2/3 de leurs produits bruts proviennent de l'activité viticole. Et parmi ces exploitations spécialisées, 75% apportent leurs raisins en cave coopérative, 15% vinifient en cave particulière, le reste sont des exploitations mixtes. Sur les non spécialisés, on va retrouver majoritairement des productions végétales autres que la vigne, et surtout de l'arboriculture, mais on va aussi retrouver un peu de grande culture et un petit peu d'élevage. Voilà donc pour la caractérisation et les quelques chiffres de cette viticulture en Languedoc-Roussillon. Et du coup, cette filière assez poids lourd sur la région, aujourd'hui, elle est soumise à une crise multifactorielle qui est à la fois économique, climatique et démographique. Elle est économique sur plusieurs aspects. D'abord, l'augmentation des coûts de production ces dernières années a été plus importante que l'augmentation des prix du vin, donc ce qui est dû à un contexte de tension internationale notamment, et tension internationale qui joue aussi fortement sur les débouchés de la filière et sur les porte-monnaies des consommateurs qui peuvent moins se permettre d'acheter ce produit qui n'est pas non plus vital. À ça s'ajoutent aussi les évolutions de consommation. Donc, on n'a pas plus forcément les mêmes types de profils de vin qui plaisent, on n'a plus forcément les mêmes moments de dégustation. Et donc, on a certains produits qui sont de moins en moins achetés et qui, du coup, on voit leur prix baisser. À cela vient s'ajouter donc la crise climatique avec des éléments assez extrêmes, des sécheresses, des problèmes liés à des gels tardifs, des coups de chaud. Et tout ça, ça va impacter à la fois les rendements en vin, mais aussi la qualité du vin et donc la capacité à le vendre parfois. Et en plus à ça, on va avoir une baisse du nombre de viticulteurs qui s'ajoute et un vieillissement de la population.
Et ça joue directement sur les caves coopératives parce qu'elles sont calibrées sur certains volumes de production et un certain nombre de coopérateurs. Et donc, en dessous de ce volume ou de ce nombre de coopérateurs, les frais deviennent très élevés et c'est l'ensemble des coopérateurs de la cave qui en pâtissent. Donc, vraiment, ce problème démographique, il touche très largement même les jeunes viticulteurs. Et ensuite, donc on a des exploitations plutôt familiales de petite taille et des caves coopératives qui ont à chaque fois servi de tampon face aux crises et qui du coup aujourd'hui ont parfois des capitaux et une trésorerie assez érodés et qui du coup sont déjà en difficulté. Et notre filière qui est tournée vers l'export, aujourd'hui, dans ce contexte toujours plus compliqué à l'international, ça devient un peu un risque pour cette filière qui, du coup, doit trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux pays, tout en étant à la fois avec une production qui peut être un peu changeante, étant une région aux avant-postes du changement climatique, fortement soumise au changement climatique. Donc tout ça, ça va avoir des impacts sur les exploitations, à la fois dans leur capital économique, mais aussi sur leur outil de production, parce que par exemple, avec le changement climatique, on a des forts impacts sur le matériel végétal et des vignes qui sont de moins en moins en capacité de produire à certains endroits. Donc tout ça, ça a provoqué une chute assez importante des revenus. Donc là, je vous ai mis le résultat courant avant impôt pour les exploitations. La ligne tout en haut, c'est la moyenne des exploitations viticoles françaises. Au milieu, c'est la moyenne agricole française et tout en dessous, c'est la moyenne viticole pour le Languedoc-Roussillon. Et on voit bien que voilà, ces 3 dernières années, on est en pleine crise et qu'en 2024, on a même atteint des résultats courants avant impôt qui étaient négatifs, donc ce qui est assez alarmant. Et cette chute des revenus, elle accentue évidemment la déprise viticole et agricole. Et donc, avec les aides à l'arrachage de 2024-2025, on a eu l'équivalent de 14 210 hectares arrachés avec ces aides, ce qui représente 6% du vignoble en moins depuis 2020. Donc, cette crise, elle affecte tous les territoires viticoles du côté méditerranéen de l'Occitanie. Mais selon les territoires, on ne retrouve pas forcément les mêmes enjeux qui ressortent plus fortement parce qu'on a en fait des territoires qui sont assez diversifiés. Par exemple, sur le Piémont-Cévenol, on a des épisodes climatiques intenses, on a des sécheresses l'été, mais on a aussi des très fortes pluies avec les épisodes Cévenol qui arrivent en automne-hiver. Donc, il faut savoir jouer à la fois avec les deux extrêmes. Et on est sur un territoire qui est très isolé, donc avec la thématique de la déprise agricole et de la faible densité de la filière joue aussi sur le rôle économique avec des caves coopératives qui sont avec de moins en moins de coopérateurs et des volumes plus faibles et qui parfois sont en difficulté pour attirer des négociants et qui du coup peuvent être en difficulté pour vendre leurs vins. Sur la moyenne vallée de l'Hérault, ce qui est caractéristique, c'est qu'on a vraiment des situations de production qui sont contrastées avec une plaine fertile en partie irriguée et des coteaux non irrigués, parfois sous AOP, et donc aussi soumis aux crises, mais avec des exploitations qui, pour une part, ont des complémentarités entre ces différents espaces, ce qui permet parfois d'atteindre un équilibre, mais qui a des limites quand même avec les enjeux climatiques et économiques. Le sud-ouest biterrois, on a vraiment, on se dit qu'on a un territoire qui est une vaste plaine viticole, irrigable, avec des caves coopératives dynamiques, mais ça ne les empêche pas d'avoir des gros problèmes liés au changement climatique avec la sécheresse malgré tout, des problèmes liés à la salinisation des terres en bordure de littoral, qui rend les terres incultes, et des problèmes de pression foncière avec l'extension urbaine de Béziers et avec l'urbanisation du littoral. Enfin, donc sur la moyenne vallée de l'Aude, on a des situations contrastées un peu sur le même modèle que la moyenne vallée de l'Hérault, sauf que là, les coteaux sont aussi très secs, donc c'est là qu'on a les corbières. Et ces coteaux secs, même s'il y a des AOP, n'arrivent pas à être rentables. Donc, ils sont en déprise agricole et on a une situation d'enfrichement de ces coteaux qui peut mener à des catastrophes comme les incendies qu'on a eus cet été. Et enfin, sur la vallée de la Glie, on a vraiment une zone de coteaux semi-arides, pas du tout irrigués, où là, les sécheresses ont vraiment des impacts très forts sur le végétal. On a des vignes qui sont parfois presque plus productives, voire en train de mourir. Donc, on a aussi une très forte déprise, donc avec un enjeu climatique presque plus fort que tout sur ce territoire-là.
Donc, au final, une filière viticole qui est vraiment très massive, qui est soumise à une crise très complexe sur plusieurs aspects, mais qui se décline un petit peu différemment selon les territoires. Donc, il faut en avoir conscience pour pouvoir agir efficacement. Alors, on prend un premier temps d'échange. Je crois qu'il n'y a qu'une seule question. Tout à fait. Donc, sur la part du vin exporté en volume. Alors, peut-être que Sabine va être en mesure de répondre. Ce que je peux dire en valeur, en tout cas, donc un chiffre qui a été travaillé dans le cadre du dossier d'Agriscopie, c'est 865 millions d'euros de vin qui sont exportés. Donc, ça, c'est un chiffre de 2023 et très probablement des douanes. Je ne sais pas si, Sabine, tu as l'information en volume. Oui, je suis en train de le regarder, mais c'est ventilé par pays en volume, donc je peux vous faire une rapide approximation. On peut sinon se donner le temps que tu regardes et qu'au prochain temps d'échange, tu nous apportes cette information complémentaire. Ok, pas de souci. Autre question, donc sur les facteurs de crise qui touchent aussi les autres vignobles en dehors du Languedoc-Roussillon. Donc, quels sont les facteurs spécifiques à ce vignoble du Languedoc? Alors peut-être qu'on peut dire qu'il y a une crise, les crises économiques, elles touchent quand même beaucoup le vin rouge à l'export. Donc de ce point de vue-là, on est sur un segment de marché qui est complètement concerné dans le bassin Languedoc-Roussillon. Voilà, on a aussi des aléas climatiques. Oui, c'est beaucoup les aléas climatiques qui sont très très marqués. Enfin, on a vraiment eu des sécheresses très importantes, des coups de chaud très importants, qui font que à la difficulté de vente, la difficulté de produire parfois, et la difficulté, qui est à la fois une difficulté et un atout, mais qui est du coup la spécificité coopérative, qui fait que donc il y a certaines caves coopératives qui se portent très bien, mais il y en a aussi qui sont en difficulté économique, qui perdent des coopérateurs, qui perdent des volumes, ce qui crée un cercle vicieux de crise sur ces caves-là et qui du coup après ont des frais qui deviennent de plus en plus élevés et qui du coup plombent de plus en plus l'économie des exploitations agricoles qui sont rattachées à ces caves coopératives-là. Merci. Et une question sur l'arrachage, avec les chiffres qui ont été donnés, et une question sur est-ce que nous sommes maintenant à 210 000 hectares en 2026? Le ratio donc entre le chiffre affiché et le chiffre sur les arrachages. Très probablement. Il faut attendre les prochains chiffres de la statistique agricole. C'est ça, mais je pense qu'on est autour de 200, 210, oui. Une question, alors que je vous partage, mais qu'on peut peut-être se garder pour la fin du webinaire. Y a-t-il transfert des surfaces arrachées vers des cultures diversifiées chez les viticulteurs? Voilà, on reviendra sur ce sujet en fin de webinaire, donc on pourra en discuter à ce moment-là. Pour le coup, moi j'ai la réponse si vous la voulez. Donc en gros, on a à peu près 3 millions d'hectos qui sont exportés sur une production de 12,5. Donc en gros, ça fait 25% selon les années. Merci Sabine de ce complément. On poursuit, puis voilà, si vous avez des nouvelles questions, n'hésitez pas encore une fois. Du coup, sur une deuxième partie, autour de l'accès à l'eau et de l'adaptation du vignoble. Oui, donc on commence avec un peu le vif du sujet. L'irrigation, aujourd'hui, c'est une sécurisation économique pour beaucoup d'exploitations parce que dans les grandes choses à savoir sur l'irrigation de la vigne, c'est que l'irrigation, elle permet de planter et de produire une plus grande diversité de cépages sur notre territoire. Et notamment des cépages qui sont aujourd'hui assez vendeurs, donc des blancs comme le chardonnay par exemple. Et à cela s'ajoute la capacité de l'irrigation à limiter la perte en année sèche en apportant un complément d'eau permettant de compenser le déficit hydrique et du coup ainsi de sécuriser la valeur ajoutée qui va être créée dans l'exploitation. Donc on a voulu essayer de chiffrer un petit peu
la sécurisation économique que pouvait apporter l'irrigation. Et du coup, pour ça, je vais vous présenter un exemple tiré de notre étude du sud-ouest biterrois, où on a dressé une typologie d'exploitation, des grands types d'exploitation qui existent sur ce territoire, et on les a modélisés économiquement. Donc là, vous avez la décomposition du produit brut à l'hectare créé par ces différents types d'exploitation. Donc, je vais vous proposer de vous concentrer sur ceux qui sont entourés. Deux modèles de coopérateurs. Un coopérateur qui travaille sur 15 à 25 hectares. Un qui est irrigué avec 65% de ses surfaces qui est irriguée et l'autre qui n'a pas accès à l'irrigation. Et donc, comment il faut lire ce petit graphique? Donc, la hauteur de la barre, c'est le produit brut créé à l'hectare. Ce qu'on enlève en violet, c'est la dépréciation du matériel, tous les investissements qui ont été faits dans les tracteurs, etc. Ce qu'on enlève en orange, c'est les consommations intermédiaires, c'est les charges de production comme les intrants, par exemple, qui sont du coup ramenés à l'hectare. Et en fait, ce qui nous reste en violet rouge en dessous, ça va être la valeur ajoutée nette qui est créée par hectare. Et on constate qu'entre ces deux profils qui sont très similaires, le fait d'avoir accès à l'irrigation permet une valeur ajoutée nette à l'hectare de 1 000 € par hectare supplémentaire. Et ça, ramené ensuite à l'échelle d'une exploitation, ça permet de créer une différence de revenu par actif de l'ordre de 10 000 € par an. Et sur ce territoire, en fait, c'est ce qui permet de faire la différence pour avoir un revenu, parce que le coopérateur entre 15 et 25 hectares, il est en dessous du SMIC ou juste au SMIC, alors que celui qui a accès à l'irrigation, il va avoir un revenu qui lui permet d'être au-dessus du SMIC. Donc voilà pour l'intérêt de l'irrigation. Bonjour, donc je vais prendre la suite pour amener les premiers éléments concernant les surfaces en vignes irriguées et leur localisation. Donc, on a un premier chiffre important qui est celui de un peu plus de 42 500 hectares irrigués en 2020. Donc, le taux d'irrigation de la vigne qui a atteint 20% en moyenne sur le bassin viticole du Languedoc-Roussillon. C'est un taux aussi à mettre au regard du taux d'irrigation de la vigne au niveau national, qui est à 8,3%. Mais on peut aussi le mettre en regard du taux d'irrigation dans les autres pays producteurs. En Europe ou en Italie, on est à 30% du pays, à 35% en Espagne. Si on va traverser l'Atlantique, côté Chili, c'est 86%, 100% en Argentine. Voilà. Mais pour revenir au Languedoc-Roussillon, donc on a un bassin viticole là qui concentre 61% du vignoble irrigué français. Donc, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que ce taux moyen de 20% masque quand même des différences entre les départements. On est à 26% de taux d'irrigation dans l'Hérault, 20% dans l'Aude, 15% dans le Gard et finalement que 5% du vignoble des Pyrénées-Orientales. On a un recensement agricole aussi qui a confirmé que la vigne, cette production emblématique, c'est aussi la première des cultures irriguées, loin devant les cultures fruitières ou les cultures légumières, qui ont pu connaître une progression aussi depuis 2010, mais plus modeste que la progression qu'on a connue pour l'irrigation de la vigne. On va peut-être se pencher maintenant sur justement cette question de l'évolution des surfaces irriguées. Voilà, donc si on regarde les chiffres des trois recensements, on était jusqu'à aux alentours de 9 000 hectares en 2000, et les surfaces ont consécutivement doublé donc, entre les recensements de 2000 et 2010, puis entre 2010 et 2020. Alors, parmi les facteurs qui ont conduit à ce recours croissant à l'irrigation du vignoble, on peut citer d'abord il y a eu une succession de campagnes agricoles qui ont, au début des années 2000, qui ont été avec des déficits hydriques très marqués. Et on a assisté aussi à une chute tendancielle des volumes récoltés. Donc l'irrigation, comme outil de gestion du stress hydrique et venant remplacer les orages du 14 juillet au 15 août, arrivait à ce moment-là comme une réponse donc, à ce besoin de sécurisation de la production dont on a fait part tout à l'heure. Un contexte aussi de succession de sécheresse qui a amené en 2006 à une évolution du cadre réglementaire, des textes encadrant le recours à l'irrigation. Et puis, une irrigation qui a pu être facilitée, qui a été accompagnée par un développement des réseaux collectifs d'irrigation. Voilà, plus de 10 000 hectares entre 2012 et 2020. Cette politique, c'est une politique volontariste de la région, des professionnels, des collectivités locales, donc des financements
de la région, du FEADER, donc de l'Europe, des cofinancements, c'est des collectivités locales. Donc, un développement auquel aussi a contribué là, un projet multi-usage comme le projet Aqua Domitia, qui, amenant l'eau du Rhône jusque dans le Biterrois, a contribué à ce développement. Donc au final, on a 3 exploitations sur 4 qui ont un accès à un réseau collectif, que ce soit le réseau hydraulique régional géré par BRL ou le réseau d'une des nombreuses ASA qui maillent le territoire. 85% des surfaces en ville sont irriguées par micro-irrigation, donc un fort développement du goutte à goutte. Alors un développement pour lequel l'aide à l'équipement aussi dans le cadre de la restructuration du vignoble a joué un rôle considérable. On a plus de 24 000 hectares qui ont bénéficié de cette aide entre 2008 et 2018. Et puis un développement du goutte à goutte facilité aussi par les nouveaux réseaux collectifs qui ont été conçus et dimensionnés pour l'irrigation au goutte à goutte. Alors maintenant, on vient de parler de réseaux collectifs, on va peut-être aussi parler de la part du vignoble qui n'a pas accès à la ressource. Donc malgré ce maillage important, on a encore une part importante aussi qui n'a pas accès à cette ressource. Alors dans le cadre de l'étude, on a essayé d'approcher par une analyse cartographique ces surfaces concernées, donc de zones qu'on a appelées des zones orphelines. Pour approcher ce parcellaire, on a regardé quelles étaient à partir des surfaces viticoles du registre parcellaire graphique, quelles étaient les surfaces qui étaient comprises dans des communes sans vignes irriguées au recensement agricole 2020. Et on a retenu aussi le parcellaire viticole qui était situé à plus de 200 mètres de réseau collectif, que ce soit BRL ou une ASA, donc présentant des difficultés de raccordement, des difficultés techniques ou financières. Donc au total, ça représente plus de 82 000 hectares, 37% du vignoble. Et si on regarde à l'échelle des départements, ces zones orphelines, ça peut être 45 voire 50% des surfaces dans l'Aude, le Gard ou les Pyrénées-Orientales. Donc avec une limite quand même à cet exercice, c'est qu'on n'a pas pris en compte toutes les parcelles qui au sein de périmètres irrigués ont peut-être une borne d'irrigation proche, mais n'ont pas pour autant accès à l'eau pour des questions soit de capacité de distribution de réseau. On a des réseaux dont le taux d'utilisation a atteint la capacité maximale, donc on est sur des réseaux à saturation. Et puis, on a aussi, pour certains réseaux, des contraintes de disponibilité en volume, donc disponibilité de la ressource et une limitation technique ou réglementaire à cette disponibilité. Donc, ce qui nous amène à la question de la disponibilité de la ressource, des volumes prélevables et du partage de la ressource. Un premier chiffre là, qui précise, qui donne l'importance aussi des ressources mobilisées pour l'irrigation, donc 350 millions de mètres cubes mobilisés, donc qui proviennent essentiellement des eaux superficielles, donc suivant les données de la Banque nationale des prélèvements en eau, c'est-à-dire les volumes qui sont déclarés comme prélevés à l'agence de l'eau. On a plus de 320 millions de mètres cubes, c'est-à-dire 92% des volumes qui sont utilisés annuellement donc pour l'irrigation, qui ont été prélevés dans des cours d'eau. Donc ces prélèvements, cet accès à la ressource, lui, il est discuté à une échelle locale, à bassin versant de façon. Et donc, du coup, on a aussi des syndicats de bassins versants qui ont élaboré et porté des plans de gestion de la ressource en eau. L'objectif, c'était rétablir les équilibres en période de tension, l'équilibre de la ressource à l'étiage, et éviter d'être 8 années sur 10 en gestion de crise ou avec des mesures de gestion de restriction, des mesures contraignantes. Donc, aussi au regard des taux de réduction des prélèvements qui avaient été fixés avec les études volume prélevables qui avaient été menées en amont, les PGRE ont listé un certain nombre d'actions à mettre en place pour résorber ces déficits à l'étiage. Donc, principalement, majoritairement, des économies d'eau, mais aussi à la suite des révisions d'autorisation. Donc, on a des enjeux de réduction des prélèvements qui sont les plus importants, se situent plutôt à l'ouest, notamment sur le bassin versant de l'Aude, par exemple, ou de la Tête. Voilà, et à eux seuls, là, ces deux bassins versants, on a de l'ordre de entre 75 et 80% des déficits à l'étiage totalisés de ce grand secteur. Donc, des importantes économies d'eau qui ont été réalisées, des travaux de modernisation, donc reconversion de système, on passe du gravitaire sous pression, on répare des fuites, et tout ça donc aussi accompagné dans le cadre de ces PGRE, financés par des fonds de l'Europe, du FEADER, de l'Agence de l'eau, Conseil régional, les collectivités locales, sans oublier aussi l'autofinancement des gestionnaires de ces réseaux. On voit que aussi ces projets
projet de gestion de la ressource en eau arrive à une phase de bilan et ils vont devoir évoluer en projet de territoire pour la gestion de l'eau. Donc, dans le cadre de ces démarches, on a les instances de concertation entament un nouveau cycle de discussion pour construire ces futurs plans. Donc là, il va y avoir des scénarios prospectifs à partager, à définir, pour tenir compte des impacts du changement climatique sur la disponibilité de la ressource, mais aussi sur l'évolution des besoins des différents usages. Et il faudra arbitrer les choix pour la mise en œuvre de solutions soutenables à l'avenir. Donc, ce genre de discussions ont démarré, comme par exemple sur le bassin versant de l'Aude, avec des ateliers de concertation qui ont démarré cette année, en 2026. Ça nous amène aux questions des enjeux du changement climatique et de l'exposition du vignoble face à ce changement climatique. Donc, on a eu une première approche des évolutions des stress que pourrait subir le vignoble. Il y a une première approche qui a été réalisée à partir de projections climatiques où on se projette dans un climat type 2035, avec pour le stress hydrique un indicateur bilan hydrique climatique qui a été utilisé. On mesure donc la différence entre précipitation et évapotranspiration. Et dans notre cas de figure, donc sur la période culturale entre le 1er avril et le 30 septembre. Donc la comparaison des bilans hydriques entre futur 2021-2050, donc le climat type 2035, et le passé climat type 1990, permet de mettre en avant donc l'évolution du niveau de stress selon les territoires et où l'on voit avec cette projection une très nette extension des secteurs impactés par les niveaux de stress les plus élevés, là en rouge foncé sur les cartes. Et la zone littorale qui n'est plus la seule fortement impactée, on a un stress hydrique qui remontera et s'étend à une très large partie du bassin viticole. Donc voilà, donc les données qui ont été mobilisées pour cette première analyse cartographique proviennent du modèle climatique. Voilà, par un modèle médian, plutôt retenu pour l'analyse du scénario 8.5 du GIEC. Voilà. D'autres types de projections, le même type de projection a été mené aussi pour l'évolution du stress thermique et qui a permis de mettre en avant une extension, plutôt un renforcement d'un climat de type espagnol, Malaga, et qui tendrait même à se rapprocher d'un climat très chaud comparable à celui de l'Argentine. Voilà, donc des projections qui nous amènent aux questions des stratégies d'adaptation. Je passe la parole à Marianne. Je reprends la parole. Il faut des pratiques pour pouvoir s'adapter au changement climatique et ça, c'est une nécessité dont toute la filière est consciente. Ces pratiques, elles doivent être à la fois en stratégie irriguée, là où l'eau est disponible, mais aussi sèche. Du coup, pour remettre en évidence le besoin de stratégies sèches, là, donc, vous retrouvez la carte précédente du climatype 2035, du stress hydrique au climatype 2035, avec par-dessus, on a plaqué les zones des parcelles viticoles en zone dite orpheline, donc d'accès à l'eau. Et donc, ces zones orphelines d'accès à l'eau, elles auront peut-être difficilement l'irrigation, mais elles sont pour autant aussi très, très soumises à ces déficits hydriques, donc il faut aussi pouvoir y trouver des solutions. Donc, ces stratégies irriguées et sèches, c'est quoi? Donc, pour les stratégies irriguées, il y a notamment la gestion très précise de l'irrigation pour avoir vraiment une irrigation de précision efficiente. Et ensuite, en stratégie sèche qui peuvent être mises en place en zone irriguée ou non irriguée. Donc, il y a toutes les pratiques au vignoble sur la gestion de l'essimage pour avoir un ombrage de la vigne ou moins, sur le travail de la matière organique des sols, sur la structure des sols pour essayer d'optimiser l'eau dans les sols, sur les dates de taille pour gérer les risques de gel tardif, par exemple. Mais ça va aussi être des choix à l'implantation, donc avec des cépages et des porte-greffes plus résistants à la sécheresse, notamment, ou à d'autres pressions, des choix sur la densité, sur le type de taille, avec le gobelet qui revient un peu en force dans les esprits de certains viticulteurs pour essayer de l'adapter pour pouvoir continuer à produire de façon mécanisée. Et donc voilà, c'est des réflexions qui se font à chaque maillon de la filière. Donc c'est autant chez les viticulteurs qui expérimentent, mais aussi au niveau de la recherche. Il y a beaucoup de projets multipartenariaux en cours qui vraiment créent des synergies de la filière pour essayer de s'adapter pour demain. Donc ce qui donne de l'espoir quand même pour cette adaptation-là. Et ce qui peut nous donner aussi de l'espoir pour nos capacités d'adaptation, c'est le fait que le vignoble d'Occitanie Méditerranée, c'est vraiment un vignoble qui est ouvert à l'adaptation de ses pratiques. Sur les pratiques techniques, il a vraiment la capacité de s'adapter assez rapidement
Aujourd'hui, c'est devenu le premier bassin de production en bio et en HVE avec 24% des surfaces en bio et plus de 80% des surfaces en HVE. Avec des grosses évolutions dans les pratiques ces dernières années. Bon, on peut citer par exemple l'enherbement hivernal, qui est devenu la norme, alors qu'avant on était toujours labouré l'hiver, alors que maintenant on a vraiment un enherbement naturel hivernal qui est très présent, avec aussi plus de désherbage mécanique qui revient, avec du coup une baisse du nombre des IFT liés aux herbicides, notamment. Et donc tout ça, toutes ces évolutions et ces adaptations, elles sont permises par des accompagnements qui permettent vraiment d'être moteurs. Donc l'accompagnement technique et l'animation de territoire sont souvent vraiment motrices de l'adoption de nouvelles pratiques. Donc je pense par exemple à la confusion sexuelle des vers de la grappe, qui est efficace lorsqu'elle est mise en place sur de gros îlots. Et donc, sur tous les territoires qu'on a vus, là où elle a été adoptée massivement par tous les viticulteurs, c'est quand il y a eu un rôle, soit par une chambre, soit par une cave coopérative, de faire ce projet de créer cette animation dans le territoire pour faire que tous les viticulteurs ensemble adoptent cette pratique. Et de la même façon, une bonne stabilité économique, c'est nécessaire pour pouvoir expérimenter des pratiques qui sont parfois plus coûteuses et parfois avec des risques de perte de rendement. Typiquement, les couverts végétaux, il y a certains viticulteurs qui expérimentent cela en ce moment, sauf que ça coûte cher parce qu'il faut payer les semences, il faut avoir les outils pour les travailler. Et c'est extrêmement technique parce que si on les enlève pas au bon moment, ça peut faire une forte concurrence avec la vigne. Donc, il faut un accompagnement technique aussi. Et puis, il faut pouvoir tester et voir ces risques de perte de rendement. Donc là, un accompagnement financier, en plus des accompagnements techniques, est aussi extrêmement moteur dans l'adoption des pratiques, que ce soit à travers différents modes d'accompagnement financier. Donc voilà rapidement quelques adaptations qui sont faites au vignoble sur le Languedoc-Roussillon. Donc on a maintenant un petit peu un nouveau temps d'échange. Je ne sais pas si on a des questions. Tout à fait, on a des questions et voilà, on en sélectionnera quelques-unes. On n'aura peut-être pas la possibilité de répondre à toutes en direct, mais on le fera par la suite si on n'a pas eu le temps d'y répondre directement. Une première question qui est aussi importante à préciser parce qu'elle touche à la méthode et à d'autres présentations par la suite. La valeur ajoutée nette de plus 1 000 € par hectare permise par l'irrigation qui a été présentée précédemment. Est-ce que c'est une valeur moyenne sur tout le territoire ou est-ce qu'il y a des valeurs plus spécifiques selon les secteurs? Il y a des valeurs plus spécifiques sur les secteurs. Là, le plus 1 000 € par hectare, c'était vraiment le différentiel entre ces deux exploitations-là que j'ai prises comme exemple parce qu'elles sont vraiment très comparables sur le reste de leur type de production. Donc, sur les autres territoires qu'on a vus, on avait quand même de façon générale des valeurs ajoutées nettes qui étaient supérieures sur les systèmes irrigués, même s'ils ne sont pas forcément toujours comparables. Mais bon, ceux qui étaient à peu près comparables, parce que les deux coopérateurs ou les deux en cave particulière, les irrigants avaient des valeurs ajoutées nettes par hectare supérieures. Pas toujours de l'ordre de 1 000 € par hectare. Il y avait des territoires où on était plus proche des 500 € par hectare. Mais voilà, l'idée générale reste vraie. Entre deux exploitations relativement similaires, l'irrigation permet une valeur ajoutée nette supérieure. Et pour compléter ce que dit Marianne, d'un point de vue méthodologique, on a vraiment fait le choix de pouvoir comparer des choses qui soient comparables, donc au sein d'un territoire, de systèmes de production qui vont qui vont avoir accès aux mêmes gammes de foncier, etc. Et la différence résidant surtout dans l'accès à l'eau, qui derrière, détermine forcément un peu les choix, mais voilà, sur des exploitations qui restent comparables et qui sont dans un même territoire, dans les mêmes conditions pédoclimatiques, etc. C'est beaucoup plus hasardeux de comparer des résultats entre territoires quand on est sur ce type de résultats-là dans des conditions qui ne sont pas forcément comparables. Alors, autre question, plutôt sur la partie aussi données. Quel est l'impact de l'incertitude sur certaines données, sur les prélèvements, avec notamment des interrogations sur le fait que les données peuvent être à prendre avec un certain recul compte tenu de la connaissance lacunaire sur certaines données de prélèvement. Oui, sur ces questions de données lacunaires, effectivement, que ce soit sur
la question des volumes, où on a des seuils pour la déclaration aux agences, donc, ou que ce soit aussi, effectivement, mais de moins en moins sur la question des autorisations et finalement des points de prélèvement qui sont finalement déclarés pour des questions de conditionnalité, souvent aussi des aides qui ont fait progresser ces éléments. Mais il est sûr et certain qu'on a encore une petite marge de manœuvre dans la connaissance réelle et exhaustive des prélèvements. Merci Christophe. Alors plus largement sur les aspects aussi accès à l'eau et développement de l'irrigation, quelques questions autour de voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir comme perspective entre 2020 et 2025, à quelle évolution de surface irriguée on s'attend, et voilà, comment se déroule la création de nouveaux réseaux compte tenu de l'absence d'ASA dans certains territoires ou des trésoreries dans le rouge. Et troisième question sur ces sujets-là, et pour compléter sur les questions un peu aussi d'impact de coûts d'accès à l'eau et de restrictions. Alors, sur la question de l'évolution, c'est vrai que là, on s'est arrêté en 2020 avec le RGA. Alors, on n'a pas aujourd'hui les chiffres permettant de prolonger, enfin, donnant une petite idée quand même, si on a au moins de l'ordre de 4 000 ou 4 à 5 000 hectares qui ont pu être aidés et accompagnés dans la période entre 2021 et 2024. Voilà. Donc, voilà, on peut déjà rajouter de l'ordre de 4 000 à 5 000 hectares de réseaux collectifs, projets de réseaux collectifs accompagnés durant cette période. L'autre question, Claire? Sur les questions plutôt autour voilà, des coûts de l'irrigation et des restrictions, un peu quels sont les impacts sur le développement de l'irrigation ou sur les exploitations plus largement. Sur les coûts de l'irrigation? Oui. Et l'impact des restrictions aussi. Impact des restrictions. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a encore, je veux dire, un petit peu de mal à mesurer. On sait qu'on commence à avoir effectivement de l'attention à l'échelle de certains, à l'échelle de certains réseaux qui jusque-là n'étaient pas tellement concernés. Mais voilà, sur le coût en lui-même, j'aurais du mal à répondre là comme ça, de but en blanc. Mais je pense que les études pourraient nous amener, ce serait aussi un prolongement de l'étude, de pouvoir chiffrer davantage ces éléments. Est-ce que c'est bon pour ce temps d'échange? Alors après, peut-être simplement, il y avait aussi quelques questions sur les stratégies d'adaptation au-delà de l'irrigation, sur voilà, d'autres sujets dont on va parler ensuite. Donc c'est pour ça que je n'ai pas relevé les questions portant sur ce point. Ok, du coup, on poursuit et c'est encore une fois des sujets sur lesquels on pourra revenir à la fin du webinaire, dans la dernière partie d'échange. Oui. Et donc là, maintenant, on enchaîne avec la troisième et dernière partie qui se concentre sur la rémunération des viticulteurs, qui est au cœur des enjeux actuels. Donc, je vais mettre quelques éléments de contexte un petit peu sur la structure des exploitations. On a des exploitations dont la surface moyenne en vigne a augmenté ces dernières années et aujourd'hui, elle se heurte à des limites humaines. Donc, vraiment, depuis 40 ans, on a eu une grosse augmentation de la surface en vigne qui a été permise par un foncier rendu accessible par les crises et des départs à la retraite, qui a permis aussi un regroupement des parcelles en plus gros îlots, donc plus facile à travailler d'un tenant, et évidemment des avancées techniques comme le palissage et la mécanisation qui ont permis vraiment de gagner en productivité du travail humain sur les parcelles. Et j'ai aussi mentionné le goutte à goutte parce qu'avant le goutte à goutte, on travaillait par exemple au canon à eau qu'il fallait déplacer d'une parcelle à l'autre qui était très chronophage. Aujourd'hui, le goutte à goutte permet aussi de passer moins de temps à déplacer le canon à eau entre les parcelles. Mais pour autant, aujourd'hui, on a vraiment des pics de travaux qui créent une limite qu'on a constatée dans les exploitations qu'on a rencontrées, qui est autour de 15 à 25 hectares par actif. Ça va dépendre des territoires et de leurs spécificités. Donc ça, ces pics de travaux, ça va être la taille qui est extrêmement chronophage et qui doit être faite dans un certain nombre de mois l'hiver.
qui fait qu'une personne seule taille difficilement plus de 15 hectares à elle toute seule. Bon, après, du coup, il y a des variations aussi qui existent, mais on est sur cet ordre de grandeur-là. On a les travaux en verre aussi qui prennent du temps au printemps. Et notre limite, ça va être les fenêtres de traitement, en particulier sur toutes les zones où il y a beaucoup de vent. On ne peut traiter que quand le vent est en dessous d'une certaine vitesse. Et donc, parfois, en fait, ces fenêtres de vent faible ne seront pas assez longues pour pouvoir faire un certain nombre d'hectares. Donc, on est obligé par habitude de travailler moins d'hectares pour une personne. Donc ça fait qu'aujourd'hui, de nombreuses exploitations font appel à des travailleurs extérieurs, que ce soit en prestation, beaucoup pour la taille par exemple, ou en CDD saisonnier pour les travaux en verre, ou même sur des contrats à longue durée à l'année, salariés, lorsqu'on est à plus d'hectares. Donc, en fonction de cette limite, les exploitations, elles ont différentes stratégies, d'être plus ou moins grandes, de prendre un salarié ou juste de la main-d'œuvre saisonnière supplémentaire. Et donc là, je vous ai mis quelques exemples qu'on a vus sur notre territoire du Piémont-Sévenol. Donc voilà, donc on a des profils donc comme un coopérateur sur 7 hectares qui travaille tout seul, mais après, on va avoir un coopérateur sur 35 hectares qui va travailler avec 2 personnes, et ensuite les plus gros indépendants et 45 hectares et celui sur 60 hectares après. Et donc là, on a voulu comparer le revenu agricole entre une bonne année, une année normale qui pourrait être équivalente à 2022, et une année où on commence à avoir des faibles rendements et des difficultés, enfin, où on a des faibles rendements. Donc l'année à faible rendement, là, c'est ce qui est en orange. Et ce qui ressort, c'est que les exploitations sont rangées par surface croissante. Les plus grandes exploitations sont celles qui ont les revenus les plus négatifs en mauvaise année, parce que en fait, leurs charges fixes, qui vont être les gros investissements, les salaires à payer, vont les fragiliser lors des aléas. Et en fait, lorsque les mauvaises années s'enchaînent, comme c'est le cas en ce moment, les trésoreries sont très fortement impactées, et ce qui peut rendre certaines grandes exploitations très difficiles à transmettre, parce que très endetté, mais pourtant avec un capital très élevé, beaucoup de surface, et parfois un patrimoine bâti aussi assez élevé avec des petits châteaux. Et en comparaison, les plus petites exploitations, comme on a les 3-4 premières qu'on a sur notre graphique, elles ont des revenus moins catastrophiques en cas d'aléa, parce qu'elles limitent les coûts au maximum avec peu d'apports en entrant, une optimisation des apports, peu d'investissement matériel. Donc c'est vraiment une logique de peu d'investissement, peu de dépenses, qui parfois pose la question de la pérennité de ces petites exploitations qui limitent les coûts au maximum, parce que à trop limiter la fertilisation trop d'années à la suite, ou à limiter les coûts sur la taille, on impacte vraiment sur le vignoble. Et puis après, il faut aussi vraiment toujours considérer, est-ce que c'est une stratégie qui est vraiment choisie par choix stratégique de l'exploitation, ou est-ce qu'elle est subie parce que économiquement ce n'est plus possible. Donc voilà, aujourd'hui on constate qu'il y a de plus en plus de petites exploitations parce qu'on est dans une situation de crise, et que beaucoup d'exploitations cherchent à avoir cette stratégie, ou alors subissent le fait de limiter les coûts au maximum. Donc les choix sur la taille de l'exploitation impactent évidemment les revenus, mais ce n'est pas tout ce qui impacte les revenus. Et en fait, dans tous les cas, ce qui impacte le plus les revenus, c'est les rendements. Ce qu'on a constaté, c'est que quel que soit le type de produit, quelle que soit la structure de l'exploitation, il y a toujours un rendement minimal nécessaire pour atteindre l'équilibre économique. Ce rendement minimal qui dépend de la structure des stratégies d'exploitation et des opportunités de commercialisation, donc il varie d'une exploitation à l'autre. Mais voilà, en dessous d'un certain rendement, pour une exploitation, elle n'est plus viable. Et donc là, on a mis des systèmes du sud-ouest biterrois et de la vallée de la Glie. Pareil, donc en violet, c'est une bonne année, et en orange, c'est une mauvaise année, type 2023. Et ce qu'on constate, c'est que les systèmes du sud-ouest biterrois, ils sont tous calibrés sur des rendements assez élevés, ce qui fait que
quand il y a vraiment une grosse baisse de production, en dessous d'une 60aine d'hectolitres par hectare, donc ça c'est les chiffres qui sont écrits, c'est le rendement moyen sur l'année donnée pour le type d'exploitation. Et donc en fait, en dessous d'une 60aine d'hectolitres hectare, il n'y a presque pas d'exploitation viticole du sud-ouest biterrois qui peuvent être rentables, quel que soit le modèle d'exploitation. Alors que sur la vallée de la Glie, on est sur des systèmes qui sont calibrés sur des rendements beaucoup plus faibles par capacité de production, et donc qui vont être calibrés sur des productions à beaucoup plus haute valeur ajoutée, ce qui peut leur permettre de s'en sortir avec des rendements plus faibles en année moyenne. Donc avec par exemple l'exemple de la cave particulière bouteille à très haute valeur ajoutée sur 12 hectares, qui à 33 hectolitres par hectare peut s'en sortir en année moyenne. Par contre, ce qui ressort quand même de ce graphique, c'est sur une année de type 2023 ou 2024, les baisses de rendement, elles sont trop importantes pour permettre un revenu sur tous ces systèmes-là et sur beaucoup de systèmes viticoles modélisés. Le deuxième gros élément qui impacte le revenu et la rémunération, c'est le prix du vin. Et donc, on a essayé dans notre modélisation de voir sur une année type 2023-2024, donc avec des rendements de ces années-là, une augmentation de combien de pourcents des prix de vente il faudrait à peu près pour pouvoir espérer compenser ces baisses de rendement en année sèche. Et on a vu qu'on était sur un ordre de grandeur d'une augmentation générale des prix de vente d'environ 20% pour espérer un petit peu compenser ça. Bon, après, c'est vraiment une première approximation, mais c'est pour donner une idée de vraiment l'impact qu'ont ces baisses de rendement sur les revenus, et que c'est vraiment, il faudrait une grosse augmentation des prix de vente pour compenser ça. Donc ça nous amène à trois constats assez importants. En premier, l'importance de la fidélisation du négoce pour avoir une relation de confiance pour que tout simplement réussir à vendre son vin aussi, parce que ce qui a beaucoup impacté négativement des caves particulières comme coopératives de plus petite taille cette année, ça a été et ces dernières années, ça a été le fait qu'elles ont des petits volumes, c'est pas les premières que vont voir le négoce, elles se sont retrouvées avec des grosses difficultés pour vendre leur vin. Il restait du vin dans les cuves à la veille des vendanges, et ben elles ont été obligées de vendre leur vin à très 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 bas prix pour pouvoir vider les cuves et pouvoir faire la vendange de l'année d'après. Et du coup, ça fait un prix de vente extrêmement bas, voilà, qu'il faut essayer d'éviter au maximum. D'où l'importance de fidéliser les négoces, que ce soit par la qualité, par un certain type de produit ou quelque chose comme ça. On a aussi du coup l'importance et l'intérêt de beaucoup de viticulteurs pour une recherche de meilleure valorisation qui passe par donc un travail sur la qualité des produits, rechercher une nouvelle cave qui correspond plus au type de vin qu'on produit et qui réussira mieux à le vendre, etc. etc. Et l'importance de la segmentation entre et pour pouvoir vendre différents types de produits de la meilleure façon, donc de vendre le plus efficacement possible selon différents types de production. Et du coup, pour faire une transition, voilà, donc aujourd'hui, on est quand même dans une situation qui est économiquement difficile, et avec le changement climatique qui arrive, ça amène encore plus de stress pour les viticulteurs. Et donc, tout le monde est en train de chercher des solutions. Et une solution vers laquelle beaucoup de gens essaient de tendre à chaque crise qu'on a pu constater, c'est la diversification. Et donc là, je vous propose un peu de prendre l'exemple qui est très parlant, je trouve, du raisin de table dans la moyenne vallée de l'Hérault, pour montrer que la diversification, ça date d'il y a très longtemps. Et voilà, un peu de voir dans quelles conditions elle peut réussir à prendre pied. Donc, dans les années 30, on a eu une crise viticole assez importante. Et dans la moyenne vallée de l'Hérault, on a eu du développement de raisin de table en coteaux, en parallèle de la création des caves coopératives. Comme ce raisin de table était très rentable, il a été très largement adopté par beaucoup d'exploitations, ce qui a créé vraiment un des principaux bassins de production du pays. Et du coup, entre les années 30 et 60, on avait des marchés locaux dans les gares qui permettaient du coup un transport rapide des raisins vers les centres de consommation qui étaient plus dans les villes. Et la récolte qui avait lieu durant la période de vinification, qui était du coup une période qui avait été libérée grâce aux coopératives qui
qui unifiait ce travail de vinification. Donc vraiment, on avait une complémentarité dans le calendrier de travail, ce qui facilitait du coup cette diversification-là. Donc ça a très bien marché, jusque dans les années 70-80, où en fait on a eu une forte concurrence italienne sur le raisin, notamment avec le marché commun. Et du coup, cette concurrence s'est renforcée. Le raisin italien était moins cher et il était aussi plus facilement transportable parce qu'on avait des raisins qui étaient à peau plus dure. Et du coup, pour pouvoir continuer à produire du raisin raisonnable, l'irrigation était devenue nécessaire pour pouvoir augmenter les rendements raisonnables et donc baisser le coût de production. Et finalement, à partir de ce moment-là, le raisin de table disparaît peu à peu des parcelles non irrigables. Et ce qui fait que depuis, la filière, elle a périclité peu à peu. Elle est devenue parce qu'elle est devenue moins rentable que le raisin de cuve qui a repris après la crise des années 80. Et même s'il y a eu des tentatives d'adapter les cépages produits, d'adapter la logistique pour essayer de faire baisser les prix, il n'est pas resté assez concurrentiel pour rester une filière de l'ampleur passée. Et du coup, aujourd'hui, finalement, on a encore un petit peu de raisin de table, mais qui se concentre vraiment sur quelques parcelles productives et irriguées et sur des marchés assez limités. Donc, de cet exemple-là, on peut tirer un peu quelques conclusions sur la diversification, parce que ça, c'est un exemple, et on a plusieurs exemples quand même dans notre paysage. La diversification, c'est une solution à la crise viticole si elle est à plus forte valeur ajoutée que la vigne. Si on gagne moins en faisant de la vigne en étant diversifié, ça a peu d'intérêt pour les exploitants. La réussite, elle tient surtout aux débouchés disponibles. Là, on avait des débouchés avec les bassins de consommation dans les villes, et à la structuration des filières. Donc, par exemple, ici, là, avec les marchés locaux dans les gares et ces systèmes de transport, et finalement aussi la présence des coopératives qui permettaient de libérer le temps qui était nécessaire pour la récolte. Et enfin, il faut toujours garder en tête que ces filières diversifiées, elles sont aussi soumises à la concurrence et à des aléas. Donc, elles aussi, elles peuvent souffrir de problèmes comme ça. Donc aujourd'hui, on a 17% des exploitations viticoles de Languedoc-Roussillon qui ont des cultures diversifiées en tout genre. Mais ceux qui permettent le plus de générer un revenu supplémentaire, c'est le maraîchage et l'arboriculture, sous réserve d'avoir accès à l'irrigation. Et du coup, là, je me permets de répondre à la question qui avait été posée tout à l'heure sur est-ce que les surfaces qui sont arrachées, elles se diversifient. Ça peut être le cas, mais ça va rarement être une diversification qui permet de générer un revenu supplémentaire. Dans les cas que j'ai pu rencontrer, on avait du coup des gens qui souhaitaient arracher des parcelles ou qui ont arraché des parcelles, qui souhaitaient quand même continuer à les entretenir. Donc, soit on a vraiment un entretien qui est juste de faucher régulièrement, mais certains veulent continuer à produire quelque chose dessus. Donc, soit par exemple en implantant des oliviers ou parfois des plantes aromatiques ou médicinales, mais ça reste limité et les débouchés sont souvent assez limités, sauf parfois en huile d'olive, si on est par exemple une cave particulière qui a déjà des débouchés de vente sur des marchés, etc. On peut espérer en vendre un peu, mais ce n'est pas ce qui permet d'avoir vraiment un revenu supplémentaire par rapport à la vigne. Donc voilà. Et donc la diversification, il y a une diversification qui existe au sein des cultures qu'on peut faire, mais on a aussi une diversification qui peut se faire au sein même du monde viticole et qui est importante à considérer et à ne pas oublier. Et c'est une stratégie qui est déjà en cours depuis longtemps. Donc quand on parle de diversification au sein du monde viticole, on parle par exemple de diversification des marchés. Donc ça, on le voit beaucoup avec des profils d'exploitants qui sont à la fois coopérateurs et à la fois qui ont une cave particulière, ou des caves particulières qui ont de la vente en vrac et de la vente en bouteille, ou diversifier les canaux de vente, donc des caves, que ce soit donc, le négoce, la restauration, les cavistes, etc. On peut avoir donc aujourd'hui, par exemple, sur la vente directe, on a 13% des exploitations viticoles qui font de la vente directe sur l'exploitation, donc ce qui n'est pas rien du tout. Et on peut avoir aussi une diversification des produits de la vigne, donc avoir différents cépages, différentes couleurs, ça permet quand même de limiter les risques d'évolution liés à l'évolution des modes de consommation, diversification des labels, des modes de conditionnement, pas que de la bouteille, parfois aussi de la canette, des tireuses, qui peuvent permettre de diversifier voilà, ces marchés.
des bulles, les low alcool, voilà, on parle de beaucoup de choses, de produits du raisin qui ne sont pas que du vin rouge qu'on peut avoir. On peut avoir une diversification des activités, donc soit avec une activité de négoce en parallèle, une activité de tourisme, donc avec par exemple des dégustations sur l'exploitation, parfois des activités de gîte aussi, ou d'autres cultures. Et par exemple, on a 4% des exploitations viticoles du bassin qui aujourd'hui font de l'agritourisme. Et enfin, on peut avoir une diversification plus au niveau des revenus, avec donc on a quand même pas mal de situations de viticulteurs qui sont plus réactifs, qui ont quelques hectares et une activité salariée à côté, et ou des revenus qui sont complémentés aussi par exemple une entreprise de travaux agricoles. Donc on a son exploitation, mais on veut aussi faire des travaux chez les autres pour complémenter ses revenus. Donc voilà, il y a des possibilités qui existent en termes de diversification qui sont variables selon les exploitations et leur capacité d'investissement, selon leurs conditions pédoclimatiques, selon si elles ont un accès à l'irrigation ou non, selon le patrimoine bâti. Donc avoir un beau patrimoine bâti, c'est assez valorisable en œnotourisme, par exemple, selon leur facilité de commercialisation actuelle, leur temps disponible, leur capacité d'apprentissage, etc. Donc voilà, pour finir là-dessus, il faut retenir vraiment que le besoin primaire des exploitations, ça va être d'avoir un revenu et que ce revenu, il dépend fortement des rendements qu'ils peuvent essayer d'avoir et du prix qu'ils peuvent essayer d'avoir. Donc voilà, selon les stratégies des exploitants, ils essaient de jouer sur l'un ou sur l'autre pour s'en sortir en période de crise et de les maintenir. Et voilà, donc, dans ces stratégies, on peut avoir des stratégies de diversification aussi. Voilà. Merci pour cette troisième partie, tout à fait. Alors peut-être une remarque aussi qui était au début sur la place des caves coopératives qui jouaient le rôle d'amortisseur social qui semble ne plus fonctionner à présent. Qu'en pensez-vous? Alors, peut-être pour donner de premiers éléments de réponse, déjà, je pense que c'est compliqué, et puis on fera ça avec humilité, parce qu'on n'a pas non plus fait un travail très fourni sur l'aval, même si on l'a à travers les territoires. Donc, voilà, il y a sûrement des personnes aussi bien plus expertes. Mais ce qui ressort quand même, c'est que derrière les caves coopératives, il y a quand même différents types de caves coopératives, et ça dépend beaucoup des historiques. Des caves en elles-mêmes, parfois liées aussi à des personnes qui ont pu être très motrices, mais aussi des territoires selon les conditions agronomiques de production qui peuvent permettre quand même aussi derrière des niveaux de production et des débouchés qui ne vont pas être les mêmes selon tous les territoires. Il y a des structures qui ont réussi à renouveler leurs outils de stockage, de transformation, etc. et qui voilà, aujourd'hui sont dans des situations peut-être moins difficiles que d'autres caves qui ont moins pu le faire. Donc, il y a voilà, c'est quand même cette situation économique qui ne va pas être la même. Il y a aussi vraiment la capacité que les caves peuvent avoir de fidéliser leur marché. Marianne l'a dit, à travers voilà, des rapports qualité-prix, des types de produits, les positionnements et les relations qu'ils peuvent avoir aussi et qui peuvent leur permettre d'assurer ces débouchés et de faire en sorte de ne pas se retrouver dans une situation critique avec des caves pleines avant la récolte. Donc voilà, c'est vrai que tout ça joue beaucoup. Il y a des caves qui arrivent à s'adapter et à aussi s'adapter à leurs demandes de leurs adhérents en termes de type de vin, de type de produits là pour assurer le marché. Mais aussi, je pense à voilà, des caves qui, par exemple, peuvent proposer à leurs adhérents de récupérer des bouteilles et de faire un peu de vente directe quand il y a notamment de l'agritourisme, etc. Ça peut être aussi des façons de s'adapter un peu à toutes ces contraintes. Donc voilà, il faut être en tout cas vigilant sur le fait qu'il y a différentes situations et je pense que ça reste quand même un atout sur lequel il y a beaucoup de choses à faire et certainement beaucoup d'accompagnement et voire de la restructuration dans certains cas. Mais en tout cas, c'est pas toutes les caves qui se portent mal et les problèmes ne sont pas les mêmes partout sur cette question. Merci. Autre question sur les exploitations en bio et hors bio, alors un peu spécifique sur la différence de charge de travail par actif entre les exploitations. Est-ce qu'elle est marquée? Et voilà, après, plus largement, est-ce qu'il y a des choses en particulier à citer sur ce point-là? Oui, alors je n'ai pas fait une étude du temps de travail très précise, mais c'est vrai que dans les entretiens, il y avait des éléments qui revenaient en bio. Voilà, du coup, je parlais un petit peu de la limite par actif de superficie. Le fait d'être en bio, en général, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, comme est-ce qu'on a un foncier éclaté ou un seul îlot. Mais
de façon générale, la limite de superficie qu'on peut avoir par actif, elle est un petit peu plus faible en bio parce que ça demande ça demande du temps de passage rien que pour le désherbage qui se fait du coup uniquement mécaniquement, les intercepts qui sont qui prennent beaucoup de temps et pareil en fait les traitements anti-milieu, anti-oïdium qui du coup se font uniquement avec des produits bon, bref, qui se font uniquement après les pluies, quoi. Et du coup, donc des fois, en fait, pareil, du coup, on a des fenêtres de traitement qui peuvent parfois être assez réduites et du coup, qui jouent aussi sur ça. Merci. Alors, une question qui revient un peu sur les questions justement de diversification au sein des exploitations viticoles, sur le no-tourisme un peu plus particulièrement. Est-ce qu'on a des retours sur l'évolution des ventes grâce à le no-tourisme? Au-delà de l'évolution des ventes, moi je pense que c'est plutôt surtout une forme de sécurisation. C'est-à-dire que c'est pas forcément plus de volumes qui vont être vendus, mais c'est un chiffre d'affaires qui va être sécurisé par le fait d'avoir une clientèle qui est différente, par exemple, d'un marché qui va être plutôt et en partie à l'export. Et ça va être parfois de plus petits volumes, mais qui vont être vendus à meilleur prix avec une clientèle qui est prête parfois à mettre un peu plus le prix en bénéficiant d'un joli cadre d'hébergement. Et puis, voilà, toute la relation avec la clientèle de proximité, etc., qui permet d'un peu mieux valoriser un certain volume et finalement apporte aussi une sécurité dans la diversité des débouchés. Donc, je pense que c'est plutôt ça. Je ne suis pas sûre que en soi, l'évolution, on ait tellement de chiffres, mais c'est plus ces dynamiques-là qu'on a pu observer. Oui, c'est ce genre de dynamique-là. Et il y avait aussi l'aspect valorisant pour certains viticulteurs d'avoir des retours plutôt en direct sur leur vin. Et puis, des fois, c'est aussi une clientèle qui ne va pas forcément être sur beaucoup de volume, mais qui va être assez fidèle et qui peut revenir ou continuer à commander après parce que ayant rencontré le viticulteur, étant allé dans les vignes, etc., ils ont créé un attachement avec le viticulteur et l'exploitation. Et on va retrouver d'ailleurs des dynamiques similaires dans quelques CAFCOP qui vont s'engager sur des salons ou avoir des dynamiques de promotion auprès d'une vente, d'une clientèle de vente directe assez forte et qui vont pouvoir un peu de la même manière sur des petits volumes avoir des prix plus intéressants et sécuriser un autre marché que celui plus concurrentiel de l'export. Merci. Une question un peu spécifique aussi sur la présence de troupeaux, notamment ovins chez les viticulteurs. Oui, voilà. Alors, il y a des troupeaux ovins chez certains viticulteurs. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans le Piémont Cévenol, où le vitipastoralisme avait fait un boom en 3-4 ans. Vraiment, moi, ces 2-3 dernières années, tous les viticulteurs cherchaient à avoir des moutons dans leurs vignes parce que finalement, comme si c'est bien assez organisé, ça peut être gagnant-gagnant pour tout le monde parce que le viticulteur économise une tonte hivernale et donc n'a pas à rentrer dans ses vignes l'hiver, donc qui lui permet de se libérer du temps pour d'autres tâches. Et pour les éleveurs, ça leur permet une ressource fourragère gratuite sous réserve de pouvoir s'organiser. Donc ça, c'était quelque chose dont pas mal de viticulteurs étaient assez demandeurs et s'y intéressaient beaucoup. Et finalement, en fait, sur ce territoire, la limite, ça avait plus été l'élevage. Un nombre trop limité de bergers disponibles, parce que évidemment, il faut pouvoir alimenter les moutons le reste de l'année. Donc voilà, mais donc il y avait des situations très intéressantes. Et donc ça se développait aussi un peu sur d'autres territoires, mais le Piémont Cévenol, comme il a aussi un passé d'élevage plus présent et avec la proximité des montagnes, il y avait plus d'élevage. Merci. Tu voulais compléter? J'allais juste dire que parfois la problématique était aussi sur les débouchés de ces produits de l'élevage et des filières qui étaient, voilà, même si là historiquement c'était un peu plus présent, qui nécessitaient d'être un peu structurées pour pouvoir faire en sorte que les éleveurs vivent aussi de ça au-delà des bénéfices du pâturage au vin dans les vignes. Merci. Je vous propose qu'on revienne un peu sur les questions autour des aspects pratiques
et irrigation, parce qu'on a eu pas mal de questions sur le chat entre-temps. Une question sur les pratiques et les adaptations des cépages. Est-ce que c'est des pratiques et des adaptations qui sont uniquement dans les exploitations non irriguées ou également dans le cadre de stratégies irriguées? Aussi dans le cadre de stratégies irriguées, parce qu'en fait, il y a quand même des viticulteurs qui se rendent compte qui ont peur en fait pour l'avenir, même s'ils sont irrigués, soit parce qu'ils ont peur que leurs ressources ne soient pas très sécurisées dans les années à venir, soit parce que en fait, il y a aussi les impacts des coups de chaud qui impactent aussi beaucoup le vignoble. Donc voilà, après, on va peut-être pas se tourner vers le même cépage, on va pas chercher les mêmes capacités d'adaptation, mais on va aussi quand même chercher des capacités d'adaptation complémentaires à l'irrigation, quoi. Donc il y a quand même oui, une recherche de sélection des cépages. Et puis en plus, on peut avoir d'autres problèmes aussi sur les porte-greffes qui s'adaptent plus ou moins à certains sols. Il y a aussi la question de la salinisation de certains sols. Donc il y a certains porte-greffes qui sont plus adaptés. Donc certains vont aussi se prévenir là-dessus, même s'ils sont en zone irriguée. Essayer de complémenter. Merci. Sur l'exemple de la diversification avec l'olivier, est-ce qu'il est planté uniquement en zone sèche ou est-ce que c'est plutôt des parcelles qui étaient irriguées en vigne qui peuvent changer et être plantées en olivier? Il y a des deux. Dans le cas de parcelles qui étaient en vigne, irriguées et qui sont transformées en olivier, ça va être parce que c'est des petites parcelles pas très pratiques ou c'est des coins ou c'est entre deux parcelles. Parce que de façon générale, quand même, les vignes irriguées ne sont pas arrachées pour faire autre chose, sauf grosse exception, quoi. Quand même, de façon générale, une vigne irriguée reste plutôt en place au sein d'une même exploitation. Mais voilà, sur des petites zones pas très pratiques à travailler, on peut avoir une diversification en olivier. Merci. Alors, pour revenir sur les aspects plus irrigation, on a eu pas mal de questions, demandes de précision sur les calculs de valeur ajoutée nette. Qu'est-ce qui est pris en compte, les coûts de l'irrigation, jusqu'où on va, le prix de l'eau, voilà. Donc, est-ce que tu peux un peu détailler la méthode de calcul? Donc, sur la méthode de calcul pour les coûts de l'irrigation, donc ce que j'avais présenté, c'était donc à l'hectare. Donc, on a considéré le coût de l'irrigation selon un peu une moyenne de ce que payaient les viticulteurs sur chaque territoire, selon si c'était, il y en avait pas mal où c'était à BRL par exemple, ou alors c'était à une ASA, quels étaient les coûts moyens sur cette ASA-là. Donc on a selon les territoires, c'est pas compté de la même façon, donc on les a pas forcément modélisés de la même façon, mais très souvent on va avoir un fixe qui est un coût d'accès à l'eau et ensuite un variable en fonction de la quantité d'eau qu'on va apporter. Et donc ça, on peut le ramener à l'hectare, même si c'est une borne pour quelques hectares, on peut ramener ça à l'hectare sur une exploitation. Donc on enlève ce coût-là dans la valeur, dans les consommations intermédiaires. Et ensuite, dans les coûts liés à l'irrigation, principalement, du coup, en fait, on a l'installation du goutte-à-goutte qui coûte cher. Mais qui, comme l'avait dit Christophe aussi, est souvent aidé quand c'est des renouvellements. Donc ça c'est plutôt compté dans les investissements. Et ensuite, ce qu'on n'a pas pris en compte dans le coût, c'est le coût de faire arriver un réseau d'eau, par exemple. C'est vrai qu'on n'a pas pris en compte le fait typiquement sur des extensions de réseau BRL, il faut que les agriculteurs payent un certain prix. C'est de l'ordre, c'est variable. En fait, c'est très variable selon les endroits et selon à quel point on est loin du tuyau, etc. Donc ça, en général, on l'a pas pris en compte. Mais ce qui ressortait souvent dans les entretiens, c'est que en fait, ce coût de faire venir l'irrigation, souvent, en fait, il était amorti en ce qu'on gagnait supplémentaire grâce à l'irrigation en 2-3 ans de production, quoi. Enfin, entre 1 an et 5 ans, quoi, selon les coûts de faire arriver l'eau. Donc, très souvent, s'il y avait une possibilité de faire arriver l'irrigation au coût payé par le viticulteur, c'était très souvent accepté. Sauf s'il y avait des problèmes de trésorerie qui ne permettaient pas de faire ressortir l'argent tout de suite.
Mais après, en général, donc c'était quand même des projets qui étaient en partie financés ou avec des prêts avantageux aussi. Et du coup, pour te compléter, la partie investissement, elle est dans la dépréciation du capital. Pour ceux qui veulent retourner voir où est-ce que ça se situe. Merci. On avait aussi des questions autour des pratiques d'économie d'eau. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme pratique, sachant que le vignoble est déjà très bien équipé en goutte à goutte? Oui, je pense qu'effectivement, au-delà du goutte à goutte aussi, il y a la question quand même de piloter aussi ce goutte à goutte. Et là, dans ce qu'on sait, dans ce qui a pu être approché dans le cadre d'études, des marges d'économie peuvent être faites, et on estime à 20 à 30% les économies qui pourraient être faites par un pilotage plus fin. Et donc, je pense qu'en termes de massification de la pratique du pilotage, on aurait des gains de ce côté-là, effectivement. Ok, merci beaucoup. Ben, on touche à la fin de ce temps de restitution de l'étude socio-économique sur la viticulture Occitanie-Méditerranée. Donc, on vous l'a dit, l'ensemble des livrables seront mis à disposition prochainement. La page sur le site internet existe déjà et il y a quelques éléments. Ça va être alimenté dans les prochaines semaines. On vous tiendra également informé de la mise à disposition de ces livrables. Et pour les questions qui n'ont pas pu être répondues aujourd'hui, on s'en excuse, mais on en a pris note et puis on vous fera un retour dans la suite du webinaire. Voilà. Mais merci à tous parce que vous avez été nombreux à être présents aujourd'hui. Donc, dans les différents livrables, pour vous redire, donc le dossier thématique Agriscopie avec des éléments macroéconomiques et des résultats comptables, il est d'ores et déjà disponible en version électronique sur le site internet. Et puis, il y a des exemplaires papier qui peuvent être encore demandés si besoin. L'atlas cartographique va être finalisé dans les semaines à venir. Sur chacun des territoires, donc il y a une plaquette 6 pages qui 3 des territoires ont été finalisés et les 2 autres le seront très prochainement. Donc voilà, qui reprend des éléments d'évolution de l'agriculture de ce territoire, la diversité des systèmes de production viticole et autres observés sur ces territoires et la comparaison de leurs résultats et bien sûr des éléments de perspective de ces différents territoires et un ensemble de fiches thématiques qui va être également finalisé dans les prochaines semaines, qui sera mis en version électronique sur le site internet et que vous pourrez nous demander si vous ne le recevez pas directement dans votre boîte aux lettres. Et le replay de ce webinaire sera également disponible puisqu'il y avait une question sur ce sujet. Tout à fait, sur la page du site internet. Vous y aurez accès et c'est en accès libre, donc à diffuser autour de vous pour qu'il puisse être utilisé à bon escient. Merci à tous et bon après-midi. Merci. Merci. Merci.